RFI, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Un hommage national a été rendu ce jour à Paris aux 13 soldats de l'opération Barkhane, morts au Mali lundi dernier. Une cérémonie à laquelle ont pris part les présidents français et maliens. Au Burkina Faso, le cycle de la violence se poursuit. Pas moins de 14 personnes ont été tuées hier dans une attaque contre une église protestante dans l'est du pays. Au lendemain de la journée mondiale de lutte contre le sida, nous irons dans une localité proche de Durban en Afrique du Sud où l'éducation et le traitement des personnes infectées produisent des résultats prometteurs. Bonsoir. La France a rendu un hommage national à 13 de ses soldats tués en opération au Mali le 25 novembre. C'était à l'hôtel des Invalides à Paris, en présence du chef de l'État français Emmanuel Macron et de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Les précisions avec Irénée Herman Ungbo. Visage serré, les yeux rougis par les larmes, ils étaient des milliers de militaires, anciens combattants, proches, parents ou concitoyens mobilisés pour dire un dernier adieu silencieux aux 13 soldats morts au Mali. Enfin, on est une famille. C'est tous des militaires. Ils sont très soudés, vous savez. Très soudés, c'est une vraie famille. Et... En fait... C'est toute la France qui s'est mobilisée pour honorer les 13 soldats morts lundi dernier au Mali lors d'une collision de leur hélicoptère. Pour moi, c'est un devoir moral. Ça peut être nos fils, nos frères, nos maris. Et puis on oublie trop souvent le sacrifice de ces gens. Et c'est leur rendre hommage, et c'est le saluer, et c'est reconnaître que c'est pour nous qui sont morts finalement. À l'approche du convoi escorté par une nuée de gendarmes à moto, la foule se fige, le silence se fait. Des applaudissements feutrés retentissent au passage des voitures transportant les corps encadrés par une aide d'honneur de militaires au garde à vous. Dans une ambiance très pesante, Emmanuel Macron donne le ton. Au nom de la nation, je m'incline devant leur sacrifice. Je m'incline devant la douleur des familles, devant les parents qui pleurent un fils, les épouses, les compagnes qui perdent l'être aimé, devant les enfants que ce drame laisse orphelins, devant les enfants à naître dont cette guerre aura volé le père. Sous ce ciel voilé, les avis sont partagés quant à l'intervention française au Mali. Si Barkhane n'y était pas, ce serait une catastrophe, scandent certains, tandis que d'autres sont sceptiques face à sa présence dans le Sahel. Et au Burkina Faso, au moins 14 personnes ont été tuées dans une attaque contre une église protestante hier dans l'est du pays. Il s'agit de Andoukoura, une localité qui fait frontière avec le Niger. C'est une fois de plus la consternation dans la capitale burkinabé. Opposition comme majorité, toutes pensent que c'est main dans la main que le pays pourra faire face à ces attaques. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. Selon des sources concordantes, c'est pendant la messe du dimanche matin que des individus armés sont apparus et ont ouvert le feu sur les fidèles dans l'église de Andoukoura. 14 morts et plusieurs blessés selon le gouverneur de la région. Dans la capitale burkinabé, c'est une attaque de trop. Ça me frustre beaucoup de voir que les gens sont en train de tuer les innocents. Franchement, moi en tout cas, ça me dépasse. Ça fait mal au cœur parce que chaque jour, un jour ne peut se passer sans qu'il y ait quelqu'un de mort ici au Burkina Faso. Je suis dépassée. Je peux dire que j'ai des larmes. Je ne peux pas concevoir cela. Vraiment, c'est criminel. Mais je trouve qu'il faut du travail pour la jeunesse. S'ils ont du travail, ils n'auront pas le temps pour tuer les gens.
ils n'auront pas le temps. Ils seront en train de travailler. Qui va les tuer? La classe politique, opposition comme majorité, pense que c'est l'union sacrée des Burkinabés qui permettra de faire face à ces attaques qui durent depuis maintenant 4 ans. Je ne pense pas qu'aujourd'hui ces attaques arrangent qui que ce soit. Maintenant, il faut reconnaître qu'il peut y avoir des insuffisances à certains niveaux. Et comme le chef de l'État l'a dit, c'est un appel à ce que tous les Burkinabés se mènent dans la main, à ce qu'on soit ensemble, qu'on trouve les solutions pour bouter le terrorisme hors de nos frontières et non s'accuser mutuellement. Ce n'est plus une question de pouvoir, c'est une question de l'ensemble du peuple burkinabé qui doit savoir que c'est une déstabilisation du Burkina Faso qui est en cours. C'est une déstabilisation de l'ensemble du tissu social, économique du Burkina Faso qui est en cours. On appelle ça une guerre asymétrique, d'autres appellent ça une guerre de 4e génération. Nous savons que nous devons rester ensemble pour défendre notre mère patrie, pour défendre notre pays. Le président Kaboré, comme dans ses habitudes, a déjà condamné l'attaque via son compte Twitter. Ce n'est pas la première fois que des lieux de culte sont la cible d'attaques terroristes. 16 fidèles avaient été tués le 11 octobre dans l'attaque de la grande mosquée de Salmossi dans le nord du Burkina. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Des morts également en RDC où au moins 2 personnes, un manifestant et un policier ont été tués par balle et 5 autres blessés ce lundi à Béni lors d'une nouvelle journée de protestation contre la présence des Nations Unies en RDC. Donc, toute la matinée, la police et l'armée ont procédé à des tirs de sommation à balles réelles pour tenter de disperser des dizaines de jeunes qui scandaient des slogans hostiles à la MONUSCO. Au moins 8 manifestants ont été tués depuis le 23 novembre dans des rassemblements contre l'ONU à Béni et la ville voisine de Butembo. En visite en RDC depuis samedi, le chef des opérations de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a estimé que les attaques anti-ONU de ces derniers jours avaient été planifiées, organisées et financées. Au Cameroun, le gouvernement rejette toute possibilité de report des élections législatives et municipales du 9 février prochain et appelle les électeurs à ne pas respecter le mot d'ordre de boycott lancé par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Cette position du gouvernement a été donnée par son porte-parole, René Emmanuel Sadi, au cours d'une conférence de presse ce jour à Yaoundé. Écoutons cet extrait sélectionné par notre correspondant Emmanuel Jultap. Le gouvernement entend fustiger toutes les manœuvres qui s'apparentent au chantage, à la surenchère, tout comme il dénonce ces diverses tentatives d'ingérence extérieure ou ces velléités d'interférence contraires à nos lois, et qui préconise d'autres reports, des reports infinis des élections législatives et municipales en perspective. Tenant compte de la grande effervescence nationale, du vif intérêt et du grand engouement suscité auprès des Camerounaises et des Camerounais de tous bords, par l'appel aux urnes lancé aux citoyennes et citoyens par le chef de l'État, et eu égard à l'engagement résolu et déterminé de plusieurs acteurs politiques à participer à ce double scrutin législatif et municipal, le gouvernement de la République, pour sa part, demande à la nation tout entière de se mobiliser positivement et activement pour la réussite de ces élections. La journée mondiale de lutte contre le sida, c'était hier. Le VIH affecte certes tous les pays du monde, mais il a atteint des proportions épidémiques en Afrique et notamment dans les milieux professionnels, estime le Bureau international du travail. Selon les données publiées par l'ONU-SIDA en 2018, 37,9 millions de personnes vivaient avec le VIH et 770 000 personnes sont décédées de maladies liées au sida. Les nouvelles infections à VIH ont été réduites de 40% depuis 1997. Chaque semaine, environ 6 000 jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont infectées en Afrique subsaharienne. 4 nouvelles infections sur 5 parmi les adolescents âgés de 15 à 19 ans sont des filles.
Les populations clés et leurs partenaires sexuels représentent 64% des infections en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, 25% des infections en Afrique de l'Est et du Sud. En Afrique du Sud, justement, le sida, on en parle aussi. Le virus continue de faire des morts. L'année dernière, on estimait à plus de 25 millions le nombre de personnes tuées par cette maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 34 millions de personnes vivent avec le VIH-Sida dans le monde, la majorité d'entre elles en Afrique subsaharienne. Face à la pandémie, les organismes de la santé mènent un combat sans précédent reposant sur l'éducation et le traitement des personnes infectées avec des résultats prometteurs. C'est le cas de Médecins sans frontières à Eshowe, près de Durban, en Afrique du Sud, où le virus a pu être contenu. C'est un reportage d'Asma Botmi-Clark. Nous sommes à Eshowe, l'un des épicentres du sida en Afrique du Sud. C'est ici que Médecins sans frontières a installé son projet communautaire de lutte contre le VIH il y a près de 10 ans. Avec un taux de prévalence de 25%, soit une personne sur 4 atteinte par le virus, il était urgent d'atteindre l'objectif fixé par l'ONU-SIDA. On estime qu'un projet de lutte contre le sida a réussi lorsqu'il a atteint ses objectifs. 90% de la population connaissant son statut sérologique, parmi les 90% de séropositifs, 90% devraient être sous traitement antirétroviral et enfin parmi ceux traités, 90% devraient avoir leur charge virale supprimée, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus malades, ils ne transmettent plus le virus. Dans ces cas-là, on parle de victoire. Un objectif que MSF Eshowe a atteint 2 ans avant l'échéance, avec pour résultat 90% de la population connaissant son statut sérologique, 94% des séropositifs sous traitement et 95% de ceux sous traitement ne transmettant plus le virus. Un succès dû à une grande mobilisation sur le terrain. Nous sommes allés vraiment partout, nous sommes allés dans les écoles, dans les fermes, nous sommes allés partout où il y avait des gens. Nous avons pu tester de nombreuses personnes. Les gens de la communauté sont très heureux car ils ont pu faire des tests de dépistage dans le confort de leur maison. Ils ont été éduqués sur le VIH. Ils ont pu savoir où aller s'ils voulaient avoir accès au traitement médical. Même si ces résultats sont la preuve que la propagation du virus peut être contenue dans une région très touchée, ce n'est pas une victoire incontestée car les défis subsistent, notamment l'accès aux hommes, plus récalcitrants pour se faire dépister. Ici aux États-Unis, la Maison-Blanche a laissé entendre qu'elle ne participera pas mercredi à une audition au Congrès. Cette audition devrait marquer le début d'une nouvelle phase de la procédure de destitution contre le président Donald Trump. Concernant l'audition du 4 décembre, on ne peut légitimement attendre que nous y participions alors que les noms des témoins n'ont pas été rendus publics et qu'il reste douteux que la commission judiciaire offre une procédure équitable, a déclaré l'avocate de la Maison-Blanche, Pat Cipollone. Une lettre de la Maison-Blanche a d'ailleurs été adressée au président de la commission. Pat Cipollone a toutefois ajouté que la Maison-Blanche se réservait la possibilité de participer à des auditions ultérieures. Le président américain est à Londres. Donald Trump doit prendre part aux cérémonies marquant le 70e anniversaire de l'OTAN. Washington pourrait à cette occasion demander à nouveau à ses 28 partenaires de respecter leur promesse de renforcer leur budget de la défense. Si l'on s'en tient aux chiffres publiés vendredi, les alliés européens et le Canada ajouteront 130 milliards de dollars au budget consacré à la défense d'ici à la fin de 2020. Selon le secrétaire général de l'OTAN, les contributions de Washington et Berlin au budget total de l'Alliance devraient désormais s'élever à 16% chacun. Les États-Unis étaient jusqu'ici le plus gros contributeur avec une participation d'environ 22%. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Cyber Monday, c'est ce lundi. La fête des promotions en ligne se poursuit. Pour la plupart des acheteurs, il faut dénicher les meilleurs articles au meilleur prix. Le naturel s'affiche au Togo. Nous reviendrons sur cet événement qui s'est tenu ce week-end à Lomé. En sport, on connaîtra ce soir le successeur de Luka Modric, Ballon d'Or 2018. La cérémonie de récompense a lieu au Théâtre du Châtelet à Paris. Que se passe-t-il dans le monde de la technologie? Eh bien, qui mieux qu'Arzouma Compaoré pour en parler? C'est Afrotech. Arzouma, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Le Cyber Monday, c'est aujourd'hui, c'est le lundi après Thanksgiving où les ventes en ligne offrent des rabais substantiels. De nombreux acheteurs combinent les achats en ligne et les visites dans les magasins pour déterminer les meilleures offres. Et l'Afrique n'est pas en reste. Pour les sociétés comme Technomobile au Nigeria ou Jumia en Afrique du Sud et au Ghana, c'est une tradition qui gagne en popularité avec de plus en plus d'achats effectués sur Internet. Alors, dans le sujet qui suit, Lionel Gaïma nous fait découvrir les tendances cette année ici aux États-Unis. Lundi, après Thanksgiving, les détaillants en ligne font des offres exceptionnelles. Je pense que ce cyber lundi, nous verrons de plus en plus de ventes. De plus en plus de gens vont migrer en quelque sorte vers les achats en ligne plutôt que de se rendre dans les magasins. Près de 20% de ventes de la saison devraient se faire en ligne. Pourtant, pour beaucoup d'Américains, acheter en ligne peut être fastidieux. Il n'y a pas de l'expérience physique du magasin où on peut toucher l'objet ou parler en personne à un vendeur. J'aime quand même aller dans les magasins, en particulier à Macy's et Nordstrom, ce grand magasin. C'est bien de pouvoir parler aux vendeurs en personne et essayer différents produits, ce qui est agréable. Peut-être même se balader avec ses copines ou ses enfants. J'ai l'impression que le Cyber Monday m'éloigne de toute cette folie, mais je fais toujours une très bonne affaire. Certains magasins comme IKEA, le vendeur de meubles utilise la réalité virtuelle pour que les clients puissent voir à quoi ressemble une chaise dans leur salon. Des robots préprogrammés, vendeurs en ligne, répondent aux questions des clients. Pour de nombreux acheteurs, entrer dans l'esprit des fêtes est un défi. Ensuite, pour un ordinateur ou un téléphone portable, un simple clic ou achat avec un robot suffiront pour que le Père Noël dépose le bon cadeau à votre porte. Voilà, selon les estimations de la société informatique Adobe Analytics, qui mesure les transactions réalisées par 80 des 100 plus grandes enseignes de la grande distribution américaine, les achats effectués sur Internet devraient s'élever à 9,4 milliards de dollars. L'an dernier, le volume pour les ventes en ligne avait atteint 7,9 milliards de dollars. Des bonnes affaires pour toutes ces enseignes. Donc, chaque semaine, Arzouma, le focus de la semaine. Tout à fait. Parmi les nouvelles technologies qui transforment notre quotidien, eh bien, il y a la reconnaissance faciale. Depuis ses premiers pas dans les années 70, celle-ci a fait d'énormes progrès. À quoi ça sert et comment ça fonctionne? La reconnaissance faciale est notre gros plan de la semaine. La reconnaissance faciale est une technologie biométrique qui consiste à identifier ou authentifier une personne à partir de l'image de son visage. Cette technique permet, premièrement, de vérifier que la personne est bien celle qu'elle prétend être. On compare son visage à une image déjà existante dans une base de données. Deuxièmement, de retrouver une personne dans un groupe, dans un lieu, une image ou une base de données. En pratique, à partir d'une image fixe ou vidéo, un logiciel génère une empreinte faciale en s'appuyant sur des points caractéristiques du visage. La base des oreilles, la distance entre les deux pupilles, la forme du nez, des sourcils, de la bouche et même du grain de peau. Les cheveux et les vêtements ne sont pas pris en compte. Dans un second temps, on confronte l'empreinte faciale au visage présent dans la base de données. Pour diminuer le taux d'erreur, la qualité de l'image doit être bonne. Un visage bien éclairé, pris de face et à bonne distance de l'objectif. Utilisée à l'origine à des fins sécuritaires, la reconnaissance faciale est aussi employée pour faciliter les démarches de la vie quotidienne, comme accéder à ses comptes bancaires ou des réseaux sociaux. Elle peut présenter des risques pour le respect de la liberté d'aller et venir anonymement et pose la question de l'utilisation des bases de données.
Voilà, John, il faut cependant reconnaître que si les algorithmes sont de plus en plus performants, ils sont néanmoins faciles à déstabiliser, comme c'est le cas par exemple avec un visage maquillé. Et puisque technologie rime parfois avec folie, parlons de folie d'invention, Arzouma. Eh bien, nous prenons la direction du Nigeria pour y découvrir Bernie Perry, la toute première voiture de sport fabriquée au Nigeria. Son créateur, Jerry Malo, donc un jeune inventeur de 25 ans et PDG de la société de technologie Beni, l'ingénieur nigérian a dévoilé son chef-d'œuvre la semaine dernière à Abuja devant une foule émerveillée. Selon M. Malo, l'un des atouts de la Bernie Perry, c'est que sa carrosserie est en fibre de carbone, donc plus résistant que l'acier. Et le constructeur automobile a ajouté que la voiture était équipée de 4 radiateurs pour faire face aux températures du pays. Il espère que la Bernie sera prête pour la commercialisation dans 2 ans. Et puis c'est tout pour Afrotech cette semaine. On se dit à la semaine prochaine pour encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde. Merci Arzouma. Rendez-vous pris donc. Yacouba Ouedraogo est au rendez-vous pour nous parler des sports. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. On connaîtra tout à l'heure le successeur du Croate du Real Madrid, Luka Modric, Ballon d'Or 2018, l'ancienne gloire ivoirienne Didier Drogba est co-maître de cérémonie de cette édition 2019 au Théâtre du Châtelet à Paris. 30 joueurs sont en lice, dont les Sénégalais Sadio Mané et Khalidou Koulibaly, l'Égyptien Mohamed Salah, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Entre autres, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont également sur la liste, de même que le meilleur joueur UEFA de l'année, Virgil van Dijk de Liverpool. Chez les dames, l'américaine Megan Rapinoe, star du mondial 2019, survolée par la team USA, fait figure de grande favorite. L'américaine de 34 ans, qui évolue à Seattle, a remporté le soulier d'or de meilleure buteuse de la Coupe du Monde. Elle a aussi été désignée meilleure joueuse du tournoi. Coupe CAF sur le continent. Ce week-end, les matchs de la première journée ont délivré leur verdict. Entre autres résultats, les Marocains de la RS Berkane ont malmené les novices béninois d'Esaü 3-0. Berkane prend ainsi la tête du groupe C devant les Congolais du DC Motoma Pembe et les Zambiens de Zanaco qui se sont neutralisés un but partout. Pas de vainqueur sur les 2 matchs dans la poule B. 0-0 entre les Sud-Africains de Bidvest et les Guinéens de Oroya. 1-1 entre les Libyens d'Al Nasr et les Maliens de Djoliba AC, avec un petit goût amer pour les Maliens, comme le dit leur attaquant David et quoi qu'on écoute. On est venu chez une terre étrangère et puis voilà, et au début ça n'a pas été facile avec le climat, mais bon, on avait nos objectifs à atteindre, amener 3 points à la maison, prendre un penalty par manque de communication qui nous a créé un nul. On ne va pas baisser la tête, la compétition continue. On demande à toute la population malienne et tous les sporteurs du Djoliba de continuer toujours à croire en nous. Et il y avait des petites erreurs techniques et voilà, mais bon, avec le coach et le staff, on va essayer de travailler. En tennis, Roger Federer est désormais immortalisé. Le tennisman suisse préparant son revers emblématique à une main, c'est l'image qui va orner une pièce d'argent de 20 francs suisses frappée par la monnaie fédérale. Cette pièce sera en vente sur le site des Sweetments du 2 au 19 décembre et mise en circulation à partir du 23 janvier 2020. Merci à la Suisse et à Sweetments pour cet incroyable privilège, a commenté le joueur aux 20 titres de Grand Chelem sur son compte Twitter. Voilà donc pour les sports, on se retrouve demain. Rendez-vous pris, Yacouba Ouedraogo. Natural in the City, c'est ainsi qu'a été baptisé cet événement tenu ce week-end à Lomé au Togo. Il s'agissait d'une journée de rencontres et d'échanges entre les mordus du naturel dans une ambiance festive. Notre correspondante à Lomé, Kaï Laosson, elle-même grande fan du naturel, était aussi de la partie. Voici son reportage. Le naturel au service de la beauté et des valeurs humaines, c'est le thème central de la 2e édition de Natural in the City, un événement conçu pour promouvoir la culture noire et les valeurs africaines. Natural in the City, c'est un carrefour d'échange pour promouvoir le domaine du cosmétique naturel, de la beauté noire, de l'afro-style et surtout valoriser les petites mères artisanes. Le concept séduit et pousse à la réflexion sur la revalorisation de l'identité noire. C'est important aujourd'hui
pour qu'on apprenne à nos sœurs qui viennent de savoir s'apprécier à l'état naturel. Donc Natural in the City, je pense, tape surtout sur ça, comment se revaloriser. J'aime beaucoup le concept parce qu'il nous permet de retrouver nos valeurs, le naturel, retrouver tout ce qui est culturel de chez nous. Et je trouve que c'est valorisant déjà de pouvoir repenser au retour aux sources. Cette journée de Natural in the City a été marquée par un panel qui a mis l'accent sur l'essence et la signification profonde du retour aux sources. Le retour au naturel, pour moi, c'est une question d'identité d'abord. C'est une question de fierté. C'est une question de développement. C'est une question de création d'emplois en même temps. Donc, ce retour naturel, on ne le fait pas juste parce que c'est de la mode, non. Si aujourd'hui le retour aux sources n'est plus perçu comme une mode, mais plutôt comme une question de développement, l'Afrique est donc invitée à repenser son modèle de développement, assure-t-on, dans les couloirs de cette rencontre qui est sans doute dans l'air du temps. Kyle Son pour VOA Afrique, Lomé. À présent, parlons du Festival international du film de Marrakech qui se poursuit au Maroc. Ouvert depuis vendredi, il accueille un défilé de stars comme Robert Redford, Marion Cotillard, Hervé Guetley ou Naomi Watts. Pour cette 18e édition, les femmes sont particulièrement à l'honneur avec un jury présidé par l'actrice écossaise Tilda Swinton, plusieurs comédiennes, réalisatrices et une programmation de films engagés comme Noura Rêve, un film qui évoque les injustices du système patriarcal en Tunisie. Le jury du festival doit départager les 14 films en compétition pour le Grand Prix de l'Étoile d'Or qui sera remise lors du gala de clôture le 7 décembre. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Bonsoir.